Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière séance sur le climat, sur la planète. Dernière des 4 séances, ça fait déjà 2 mois qu'on a commencé. Heu, mais j'espère que ça ne se terminera pas là. D'ailleurs, on a quelques idées à vous communiquer, à transmettre à la fin de cette séance avec Marie-Christine. Hem, voilà donc on va commencer par un petit peu de calme mental. On peut établir sa position physique, position détendue et tonique. Essayez de trouver dans votre corps cette position qui exprime cette tonicité et cette détente. Parfois, les 2 semblent aller à l'encontre l'un de l'autre, mais en fait, non, on peut avoir les 2. On peut avoir une forte détente et une forte tonicité. Donc essayez de trouver dans la position de votre corps cette détente ou un peu plus de détente que la seconde d'avant, les minutes d'avant, hein. C'est un entraînement, on n'essaie pas de penser que simplement grâce à une position, l'esprit va se calmer totalement, mais en tout cas, cette position, elle va être propice à un peu plus de calme. Et tous ensemble, on va prendre 3 grandes, profondes, lentes inspirations, expirations. Vous pouvez remplir un peu plus que d'habitude vos poumons et les vider un peu plus. À l'état normal, on n'utilise que un demi-litre, 1 litre d'air. Ben là, on va essayer de les remplir, pas au maximum, dans la limite de la détente et de cette tonicité. Et on va faire de même pour l'expiration. À présent, nous allons porter notre attention sur seulement l'inspiration, l'expiration. Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire.
va prendre une petite pause, juste vérifier la position de notre corps, la rétablir si besoin. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est observer les caractéristiques du souffle. Ok, on a fait « je suis conscient de l'inspiration »,« je suis conscient de l'expiration ». Maintenant, on va observer les caractéristiques du souffle. Et le souffle a beaucoup de caractéristiques. Hein. On pourrait observer la chaleur ou l'impression de froid, peut-être, parfois, que la respiration provoque. Mais ici, on va se concentrer sur la longueur du souffle. Lorsque mon souffle est court, je le sais. Lorsque mon souffle est long, je le sais. OK ? Très bien. On va avoir l'occasion de faire une petite méditation analytique tout à l'heure. Donc la séance va se dérouler comme suit. Je vais commencer à présenter ce dernier thème de la sagesse et de la désobéissance civile, le dernier thème. On aura une petite méditation et puis on va faire une petite conclusion de ces 4 sessions. Et puis, avec Marie-Christine, on aimerait vous parler d'un projet qui est en train de naître au Centre Kalachakra, qui a été permis également par ces séances qu'on a eues, les échanges qu'on a pu avoir, et puis l'émulation qui a été créée. Donc, on est très heureux de vous partager cette idée. C'est qu'une idée pour l'instant, mais c'est à travers ces idées qu'on peut passer à l'action. Et pour passer à l'action, on a vu qu'il y avait plusieurs prérequis. D'ailleurs, ces 4 séances, elles sont en lien avec l'action.
elles sont dessinées autour de l'action. Qu'est-ce qui nous permet de passer à l'action dans les problématiques climatiques? Tout est en rapport avec l'action. On avait vu que les premières séances, les premières sessions étaient plus en lien avec l'esprit même. Et cette dernière session, c'est peut-être la plus portée à l'action, puisqu'il va s'agir de désobéissance civile. Qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir en dire en termes bouddhistes? Parce que c'est un peu l'approche bouddhiste. L'histoire de ce courant spirituel qui va nous intéresser, comparer un petit peu le climat sous l'angle du bouddhisme, c'est ce qui va nous intéresser. Donc la première séance, c'était en lien avec l'action. Comment on peut dépasser le manque d'enthousiasme qui est souvent produit par une somme d'informations trop importante. On est tous les jours assommé d'informations et les informations sur le monde, on les trouve sur le net, à la télé. Et c'était un peu l'objet de cette première séance, de dire qu'il y a d'autres sources d'informations et que les informations qui sont dispensées dans ces médias ont plusieurs biais et certains sont que ces médias sont portés à observer des choses qui changent, des choses nouvelles, et par le fait même qu'elles doivent se renouveler tous les jours, nécessitent d'observer les choses qui changent tous les jours. Or, les grandes transformations positives sont des choses qui prennent du temps, et que si des journaux télé devaient paraître tous les 50 ans ou être diffusés tous les 50 ans, ils ne diraient pas la même chose que s'ils sont diffusés tous les soirs. Donc la temporalité même de l'information induit un biais dans l'information qui est dispensée. Au 19e siècle ou 18e siècle, en Angleterre, une personne lambda recevait autant d'informations dans sa vie qu'aujourd'hui, on peut en trouver dans une seule édition quotidienne du New York Times. C'est une étude qui a montré ça, et je trouve que c'est parlant, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est saturé d'informations, complètement saturé d'informations. Et heureusement que la Terre n'est pas plus grosse, parce que si la Terre faisait la taille de Saturne ou de Jupiter, par exemple, et qu'on ait 10 000 fois plus de pays, il nous faudrait des heures tous les matins pour observer toutes les news. Il y a quelques décennies de ça, on ne considérait pas les news de ce qui arrivait en Australie ou de l'autre côté de la planète. Alors c'est bien de considérer ce qui se passe, pas seulement autour de chez nous, mais ça induit une charge de l'information que très souvent on est peu apte à digérer. Et ce que nous sommes faits, nous, pour tous les matins passer autant de temps, tous les jours passer autant de temps à recevoir cette information. Et les informations capitales dans la vie ne sont pas nécessairement celles qui sont nouvelles, mais ce sont celles sur lesquelles on va revenir. Et la théorie de l'information du bouddhisme, parce que c'en est une, ce n'est pas nécessairement d'observer des informations nouvelles, c'est qu'est-ce qu'on fait des informations qui sont anciennes mais tellement capitales. Notre santé, on a vu aussi que dans les médias, l'absence de choses n'est pas quelque chose qui est considéré. On ne va pas faire de news en parlant de il n'y a pas eu d'attentat aujourd'hui, et pourtant c'est une information importante. On est en bonne santé, ou peut-être pas tous, mais il y a énormément de choses qui sont des absences, qui sont des choses importantes dans notre vie. Donc restituer un canal d'information qui permet de ne pas sombrer dans l'impression que le monde va mal, parce qu'il y a énormément d'indicateurs aujourd'hui qui montrent que la situation mondiale s'améliore à plein de titres, sur de nombreux sujets. C'était vraiment le sujet de cette première session, très importante, parce qu'il faut générer en nous l'impression que nos efforts vont apporter quelque chose. Si on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que de toute façon le monde il est condamné, eh bien, on ne va pas nourrir cet effort de passer à l'action. Donc, en lien avec l'action, la première session, c'était vraiment trouver l'enthousiasme. La deuxième,
session, c'était de voir qu'à la naissance de toutes nos actions, il y a notre esprit. On ne peut pas décorréler nos actions de notre esprit. Et on a vu que non seulement nos facteurs mentaux, nos émotions sont très importantes dans nos comportements, mais multipliés par 7 milliards, on peut voir que nos perturbations mentales ont un rôle à jouer capital dans ce qui arrive à la planète aujourd'hui. On pensait à la méconnaissance, à l'avidité, aux guerres, à l'hostilité. Toutes ces perturbations mentales dans l'esprit d'individus multipliés par 7 milliards forment des conséquences gravissimes. Et on voit chez certains dirigeants que les perturbations mentales ont des résultats immenses également, problématiques. Donc traiter l'esprit, ça ne veut pas dire être intellectuel et aller au centre, au cœur, au centre du réacteur de toute l'action, qui est notre propre esprit. Ce n'est pas quelque chose de vain, c'est quelque chose d'important. Troisième module, c'était le module sur la non-violence. Comment agir maintenant? On doit sécuriser notre action autant que possible en comprenant deux choses, que la violence ne sert à rien à long terme, elle peut apporter des résultats à très court terme, mais à long terme, elle est destructrice, et comprendre l'interdépendance, comprendre que les raisons qui poussent chaque individu à agir de manière inconsidérée ne viennent pas d'une nature inhérente détestable ou ignorante, mais quelles sont ces causes toutes conditionnées, et de voir qu'il n'y a aucune justification à la colère. La colère et les actions violentes ne sont jamais justifiées. Si vous n'avez pas assisté à ces précédentes sessions, vous pouvez les revoir sur le site internet, elles sont sur la médiathèque. Donc ça, c'est sécuriser l'action. À la fois trouver dans la première session l'enthousiasme, la deuxième, voir que derrière nos actions, il y a nos justifications intérieures profondes. La troisième session, de voir que une action juste, c'est une action qui est à la fois basée sur la non-violence et la compréhension de l'interdépendance. Et cette dernière session, sur la désobéissance civile et la sagesse, va nous poser cette question jusqu'à quel point on peut agir, quelle est la limite. Donc, s'il est certain qu'une action ne peut jamais être violente, est-ce qu'on peut désobéir à une loi, par exemple? Quand on voit qu'une loi a été érigée et qu'elle est problématique, est-ce qu'on a le droit de désobéir en termes bouddhistes? C'est une question importante, c'est une question complexe. Et je ne vais pas prendre d'exemples particuliers parce que dans les sutras, j'en trouve pas. Alors j'ai peut-être une connaissance limitée des sutras, mais je n'ai pas trouvé de sutra où il y ait bien évidemment pas le terme désobéissance civile, qui est un terme moderne, mais une exhortation à la désobéissance. Mais néanmoins, il y a quand même des pistes dans lesquelles le statu quo de l'époque était complètement remis en question par le Bouddha. Et je vais prendre un exemple particulier, l'exemple qu'on retrouve dans le Asalayana Sutta, qui est dans la tradition pali, mais je pense qu'on pourrait la retrouver dans la tradition mahayaniste également. Peut-être que c'est un des sutras qui a été traduit, mais les sutras du canon pali sont beaucoup plus traduits en anglais, en français un peu moins, que les sutras mahayana. Pour introduire un petit peu ce concept progressivement de désobéissance civile. Donc, à l'époque, et c'est toujours le cas en Inde, il y avait un système de castes. Et donc, l'histoire raconte dans ce sutra qu'un groupe de brahmanes, c'est les prêtres, c'est la caste supérieure, la caste, il n'y a pas plus supérieure que les brahmanes en Inde,
ont entendu parler que le Bouddha avait dit, qu'il recommandait aux brahmanes la pureté pour les 4 castes. Alors, la pureté pour les 4 castes, ça voulait dire en somme que Bouddha recommandait une pureté de conduite pour ces personnes-là. Or, les brahmanes pensaient que par naissance, ils étaient purs. Donc, ils n'avaient pas besoin de s'engager dans un acte pur, puisque par naissance, ils l'étaient purs. Et donc, certains des brahmanes ont commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce que veut dire Bouddha par là? On va aller le voir, on va aller lui poser des questions. Donc, Asalayana, qui a pris cette décision, après avoir été exhorté par ses camarades, va voir le Bouddha et lui dit, mais qu'est-ce que vous entendez par la vertu des quatre castes, pour la pureté des 4 castes? Parce que moi, j'ai l'impression d'être un être supérieur, je suis né de Brahma, je suis né de l'oreille de Brahma, je suis une caste supérieure, personne n'est supérieur à moi, je suis supérieur à tous, je suis une caste noble. Et le Bouddha, au lieu de lui dire non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, avec sa grande sagesse, il a commencé à l'interroger. Il a dit, mais Asalayana, tu es né d'où? Tu es né de ta maman, par exemple. Tu es né d'une maman? Je paraphrase un peu. Hein. Tu es né d'une maman, d'accord. Bon, ta maman, elle a eu ses règles, elle est tombée enceinte, son ventre a commencé à grossir, tu étais, toi, fœtus dans le ventre de ta mère, tu es sorti du ventre de ta mère. Comment tu peux dire que tu es né de l'oreille de Brahma, par exemple? Alors, Salayana, il a dit, oui, c'est vrai, je suis né de la matrice de ma mère, mais ça n'empêche pas que je suis pur, je suis quand même pur, je suis quand même un être supérieur, et il répète la même stance. Donc, Bouddha va continuer à lui proposer sous forme de questions. Il essaie jamais de lui dire tu as tort, il essaie vraiment de le prendre dans ce qu'il connaît pour le conduire à une transformation intérieure. Donc il lui dit, est-ce que si des brahmanes se conduisent mal, par exemple, est-ce qu'ils continuent à être purs, par exemple, selon toi? S'ils volent, s'ils saccagent, s'ils pillent, s'ils violent, est-ce que c'est encore des êtres purs? Alors, Asalayana dit non, non, ils sont plus purs, c'est plus des personnes pures. Alors, Bouddha continue, et pourtant, Asalayana va lui dire, mais oui, j'accepte ce que tu dis, ils sont plus purs, mais néanmoins, je suis encore né de l'oreille de Brahma, je suis un héritier de Brahma, je suis une caste pure. Et Bouddha continue à poursuivre sur ce même discours. Est-ce qu'il y a seulement les brahmanes qui peuvent être purs en se lavant dans une rivière, lui demande Bouddha. Alors, Asalayana dit non, non, tout le monde peut se laver dans une rivière et être pur. Alors, Bouddha lui dit, mais en quoi alors es-tu pur par naissance? Qu'est-ce qui justifie que tu puisses être pur par naissance? Et Asalayana poursuit, et pourtant en lui commence à se créer une petite contradiction. Il commence à se dire, mais c'est vrai, qu'est-ce qui justifie cette pureté, finalement? Bouddha lui dit maintenant, si tu prends 100 personnes de toute caste, qu'à ces 100 personnes, il y a les brahmanes qui vont faire du feu avec du bois de santal, du bois rare, du bois magnifique, ils vont produire une flamme, et que les castes inférieures vont faire du feu avec du bois souillé ou du bois de moindre espèce, est-ce que la flamme va être différente dans les deux feux? Et Asadayana dit non, ça reste de la flamme, on peut faire la même chose, on peut faire la cuisine avec, c'est la même flamme. Et Bouddha lui dit, tu continues à penser qu'il y a quelque chose de pur dans la caste des brahmanes par naissance. Et il effrite petit à petit les certitudes d'Asalayana. Maintenant, il lui dit, mettons qu'un brahmane ait un enfant avec une caste guerrière, ce qui n'arrivait pas à l'époque parce qu'on ne mixait pas les castes, mais mettons que ce soit possible. L'enfant, qu'est-ce qu'il serait? Il serait à la fois brahmane et d'une caste guerrière, tu acceptes ça? Et Asalayana dit oui, il serait d'une caste à la fois brahmane et guerrier, parce qu'il ne peut pas reconnaître à Asalayana que cette personne qui naît
puisse être autre chose que soit un brahman, soit un guerrier. Et Bouddha lui dit, maintenant, si tu prends une jument et que tu la fais s'accoupler avec un âne, est-ce que ce qui va naître, c'est une jument et un âne, ou c'est une mule? Alors Sayana lui dit, ben non, c'est une mule. Bon, d'accord. Pourquoi ce serait différent pour un brahman? Pourquoi l'union d'une caste guerrière avec un brahman puisse faire un brahman guerrier et pas quelque chose d'autre? Et ensuite, il continue en lui disant, est-ce que tu es sûr que tes mères, tes grands-mères n'ont pas été avec un guerrier, n'ont pas été avec un... Et toutes les certitudes d'Asalayana s'effondrent petit à petit, il commence à dire, non, je ne suis pas sûr. Donc comment es-tu sûr que tu es pur alors, pour toutes les raisons que j'ai citées? Et j'en nommais quelques-unes, hein, c'est pour faire rapide, mais finalement, Asalayana reconnaît, non, c'est vrai, je vois pas où la caste des brahmanes est pure. Je vois pas où elle est pure. Et il finit par prendre refuge dans les enseignements du Bouddha. C'est le sutra. Qu'est-ce que ce sutra nous permet de comprendre? C'est un des rares sutras où Bouddha remet en question, c'est pas un dogme, c'est une culture, mais il la remet pas en question par la violence, il la remet en question en communiquant, en échangeant, en posant des questions. Et c'est un point important de ce qu'on va dire ensuite sur la désobéissance civile, c'est qu'avant la désobéissance civile, il faut conserver le contact. Et d'ailleurs, Bouddha n'a pas souvent été... Je ne connais pas de conflit dans lequel Bouddha soit engagé. Il était assez proche des princes, des rois, il communiquait avec eux, il les guidait. Par sa très grande sagesse, il avait accès à ces strates sociales parce qu'il était un être éveillé, qu'il avait accès et il pouvait communiquer avec ces personnes-là. Donc, il n'avait pas besoin vraiment de désobéir parce qu'il était tellement habile dans ses raisons, dans sa manière de débattre, qu'il arrivait toujours à convaincre les personnes de changer de point de vue, ce soit ici sur la pureté des brahmanes ou sur leur conduite personnelle. On a énormément de sutras, tant dans le canon Pali que dans le canon Mahayana, où Bouddha arrive à complètement déconstruire les certitudes de quelqu'un. Mais il ne le fait pas avec animosité, il ne le fait pas en faisant culpabiliser la personne d'être ce qu'elle est ou de penser ce qu'elle pense. Elle prend toujours un petit élément de ce que la personne accepte, mais elle y insère une petite faille. Et petit à petit, elle ajoute des strates jusqu'à temps que la personne soit conduite à la contradiction. Et ça, on le retrouve énormément dans le canon Pali, mais on le retrouve différemment dans le bouddhisme Mahayana et dans le bouddhisme tibétain, notamment à travers le débat philosophique. Et le débat philosophique, c'est vraiment ça. C'est plutôt qu'une joute verbale dans laquelle chacun défend ses positions et veut gagner, c'est une mise en commun de deux sagesses ou de deux êtres pensants qui essaient de raisonner ensemble pour arriver à une conclusion. Il y a quelqu'un qui se défend, il y a quelqu'un qui attaque, et la personne qui se défend, elle va être amenée par celui qui attaque à revoir des idées qu'elle peut avoir. Mais comment l'attaquant arrive à pousser l'autre à la contradiction? Il va dans son sens, mais à chaque fois, il injecte une petite variable jusqu'au moment où insensiblement, le défenseur commence à sentir où il est conduit malgré lui et dans lequel il ne peut pas s'échapper, et il finit par être poussé à la contradiction. Et c'est comme ça que le savoir est établi. Il n'est pas établi par la violence d'un débat, il est établi par rentrer dans le mode de fonctionnement de celui à qui on s'adresse, tant et si bien qu'on arrive à y trouver la faille, on conduit l'autre à la contradiction. Donc, il y a énormément de manières de transformer un être, de transformer une situation sans avoir à recourir à la violence. Ça, c'est évident, on l'a vu la fois dernière, rien ne justifie la violence, aucune situation ne justifie la violence. Mais on doit faire preuve de sagesse, parce que Bouddha était très habile dans cette sagesse.
Et quand on cultive et qu'on pratique le débat tibétain, on comprend que ce n'est pas en braquant quelqu'un qu'on arrive à obtenir qu'il réfléchisse sur une conduite ou un comportement. C'est vraiment en allant dans son sens et en le poussant un petit peu à la contradiction ou à la conséquence absurde. Alors ça, c'était la première chose qui était importante à dire, c'est qu'avant de penser même à la désobéissance civile, il y a énormément de choses à faire. Et il est évident que notre champ d'action ne doit jamais porter d'éléments violents. Et quelque injustice dont on soit victime, on ne peut pas justifier la violence. On ne peut pas sortir de ces 10 actions non vertueuses. Les 10 actions non vertueuses, tuer, voler, les inconduites sexuelles, les paroles dures, le mensonge, on ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas penser qu'un système puisse être convaincant à long terme en incluant certaines de ces variables-là. Donc, même dans ce qui peut être de l'ordre de la désobéissance civile, on ne peut pas penser que ces actions violentes, ces 10 actions non vertueuses, puissent avoir une justification, puissent être adaptées. Mais il existe des situations particulières dans lesquelles tout ce qu'on a vu dans les précédentes sessions devient difficile. Et ça a été demandé à Sa Sainteté le Dalai Lama sur une conférence sur la non-violence, justement. Et le Dalai Lama dit à certaines situations, on doit agir de manière un peu plus, quel terme il avait pris, wrathful, un peu plus forte, un peu plus vigoureuse, un peu plus courroucée peut-être, mais pas dans le sens de colère, dans le sens d'énergie forte. On doit prendre des mesures qui sont fortes. Quelles peuvent être ces situations dans lesquelles on peut avoir une telle recours à de telles mesures? D'abord, essayons de voir ce que c'est que la désobéissance civile. Pour en parler, il faut déjà essayer de la définir. Donc, il y a énormément, c'est un terme assez moderne, donc il y a énormément de définitions, il n'y a pas de consensus sur tous les points. J'en trouve une suffisamment générale, et puis après, on peut essayer de voir sur cette base comment on peut réfléchir à la limite de notre action. Donc, la désobéissance civile, la première caractéristique, c'est que c'est une infraction aux yeux de l'opinion ou des pouvoirs publics. Il y a une forme d'infraction. On enfreint une loi. C'est un acte public, ce n'est pas un acte seulement individuel. L'acte seulement individuel, c'est plutôt l'objection de conscience. Ça a donc un acte public qui est un mouvement à vocation collective. On ne le fait pas simplement pour nous, on le fait parce qu'on veut changer une loi, parce que ça peut être bénéfique à d'autres. La désobéissance civile, et ça c'est le point qui n'est pas toujours clair, certains pensent que ce point est pas faux, mais il peut être amendé. Il s'agit d'une action pacifique. Certains disent non, ça peut être une action violente. Désobéissance civile, ça peut être une action violente. Mais j'ai souvent trouvé que dans les associations pour le climat, c'était vraiment plutôt des actions pacifiques. Le but de la désobéissance civile, c'est la modification d'une règle ou d'une loi, et il faut que ça soit en lien avec des principes supérieurs. On ne le fait pas juste pour des broutilles. Il faut qu'il y ait une connotation morale supérieure. Et souvent, dans des mouvements religieux ou des mouvements spirituels, on peut avoir cette désobéissance civile parce qu'il y a un point important qui est mis dans la morale, dans ces valeurs supérieures. Donc, je vais citer 2 exemples de désobéissance civile importantes. La première, c'est la marche de sel du Mahatma Gandhi en 1930. Donc, en 1930, le gouvernement anglais
maintenait une taxe sur le sel qui était particulièrement injuste, on peut dire, parce que la collecte et la vente de sel étaient circonscrites à l'État et au gouvernement britannique. C'est-à-dire qu'aucun des Indiens à l'intérieur du territoire indien n'avait le droit de ramasser du sel, même pour son propre usage, et encore moins de le vendre. Et dans le climat qu'est l'Inde, très chaud, le corps a besoin de beaucoup de sel dans les climats tropicaux. Pour des raisons de santé, le sel est très très important. Donc c'était vécu vraiment par la population comme une injustice. Et Mahatma Gandhi a essayé de réveiller le gouvernement britannique en leur disant non, mais il faut qu'on change ça. Rien n'a changé, donc il a décidé de faire une marche de 23 jours, je crois, dans l'ouest de l'Inde, avec, ils étaient 78 au départ, des satyagrahas, c'était ceux qui étaient connectés à la vérité, jusqu'à Dandi, qui était sur la côte, et il a marché pendant 21 jours, et après 23 jours, pardon, il est arrivé sur le bord de mer, il a ramassé une petite pointe de sel, et il l'a fait bouillir pour... c'était plutôt de la boue mélangée avec du sel, et il l'a fait bouillir pour en récolter le sel. Et c'était déjà un acte complètement puni par la loi, il a d'ailleurs été plus tard interpellé, et ça a réveillé les consciences, ça a été plébiscité comme un des actes importants de désobéissance civile, parce que là, c'était vraiment enfreindre une loi, c'était interdit de le faire, et ils ont, après lui, commencé à vraiment ramasser le sel, à le vendre, et à briser cette loi qu'ils trouvaient profondément injuste. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des bus de Montgomery dans les années 55 aux États-Unis. À l'époque, il était interdit pour les Noirs de traverser les bus de la porte d'entrée jusqu'au bout où ils avaient des sièges qui leur étaient réservés. Il y avait 3 zones dans le bus, la zone à l'arrière réservée aux Noirs, une zone à l'avant réservée aux Blancs et une zone intermédiaire au milieu où s'il n'y avait pas de Blancs, les Noirs pouvaient s'asseoir et dès que des Blancs rentraient, il fallait qu'ils s'en aillent. Une loi profondément injuste parce qu'en plus, 75% des usagers des bus à Montgomery, c'était des Noirs. Et en plus, cruauté de cette pratique, c'est que les Noirs devaient acheter leur ticket de bus et ils ne pouvaient pas traverser le bus pour aller s'asseoir au fond du bus. Ils devaient descendre du bus, passer par la porte de derrière, et très souvent, les chauffeurs démarraient avant qu'ils aient pu monter dans le bus, ce qui était arrivé à Rosa Parks. Rosa Parks, c'est une jeune Noire qui, un jour de pluie, alors qu'elle devait faire 8 km, qu'elle a dû finir à pied finalement, a acheté son billet de bus, est sortie du bus, a vu monter par la porte de derrière, le bus est parti, et elle a dû terminer à pied. Et ce même chauffeur, quelques semaines plus tard, était celui dans lequel elle a commis cet acte de désobéissance civile. Elle est rentrée dans le bus, elle s'est assise sur la zone réservée intermédiaire entre les Noirs et les Blancs, et des Blancs sont montés, et elle n'a pas voulu se déplacer. Elle n'a pas voulu se déplacer, ce qui était puni par la loi. Donc, le chauffeur, qui était armé, a appelé la police, et elle a été emprisonnée une journée, et de là est né un mouvement de boycott des bus à Montgomery pendant plusieurs semaines. Toute la communauté noire a refusé de prendre le bus. Mais ça, c'était vraiment un acte de désobéissance civile, et il y en a plein dans l'histoire des mouvements des droits civiques aux États-Unis, avec Martin Luther King, etc. Mais c'est vraiment, ça correspond à la définition de désobéissance civile. Une action qui est non violente, il y a une infraction, c'est un mouvement à vocation collective, c'est pacifique, elle n'a pas blessé,
elle n'a pas tué. Le but, c'est de modifier une règle qui est profondément injuste. Profondément injuste. On ne peut pas accepter de séparer des êtres simplement par la couleur de leur peau dans un bus. C'est complètement absurde. Et on voit après plusieurs années à quel point ça l'est absurde. Ça l'est à travers la différence temporelle qui nous sépare de ces choses-là. Mais certainement qu'aujourd'hui, il y a encore de ces règles absurdes. Et comme on est dedans, on les voit peut-être moins. Et donc la modification, elle est de cette règle, elle est en lien avec un principe supérieur, le principe de l'égalité. Donc le Bouddha nous a encouragés très souvent à faire usage de cette sagesse. Et malheureusement, il y a 2500 ans à l'époque du Bouddha, le monde existait plus simplement qu'il ne l'est aujourd'hui et beaucoup des problématiques modernes n'ont pas été évoquées par Bouddha parce qu'elles n'étaient pas en cours à cette époque. Donc nous, il faut qu'on fasse preuve de sagesse, à savoir comment agir, quelles limites on peut fixer à l'action, jusqu'où on peut aller. Et ça, c'est vraiment le devoir de notre réflexion profonde. Cette session de ce soir ne va certainement pas encourager à la désobéissance civile ou trouver des situations particulières, parce que je pense que ce qui, pour certains, peut être considéré comme un acte violent ne le sera pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de solution miracle, adaptable et désignée pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment le travail de notre sagesse et de notre compréhension profonde. Quand on comprend les variables, ça c'est ce qu'on a vu la fois dernière, l'interdépendance, ça sécurise notre action. Quand on comprend que la violence est inadaptée, ça sécurise notre action. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles il y a une injustice et on doit faire quelque chose. Et par rapport au climat, il y a des injustices. Il y a des injustices. Toutes les lois qui sont votées ne sont pas nécessairement des lois morales, parce qu'elles sont votées par des individus qui ont aussi des perturbations mentales ou une absence de connaissance des variables. Et ces lois sont parfois préjudiciables à ces thèmes importants que sont l'interdépendance, la non-violence. Je pense à certaines des règles récemment où il était interdit d'héberger un réfugié chez soi. En termes humains, en termes de compassion, en termes d'interdépendance, je ne trouve pas que cette loi puisse être justifiée. Donc, on doit faire preuve d'esprit critique. Et je pense que Sa Sainteté le Dalai Lama le dit à chaque fois qu'il enseigne. Je pense que c'est vraiment son mot d'ordre. Il dit « N'acceptez pas les choses, n'acceptez pas les enseignements parce qu'ils ont été dits. Faites comme si vous vouliez acheter de l'or à l'époque de Bouddha, auquel cas il faudrait le faire fondre pour voir si c'est vraiment de l'or à l'intérieur, le malaxer. Et on doit faire la même chose de ces lois qu'on voit autour de nous, essayer de vraiment les comprendre. Est-ce qu'elles sont justifiées moralement? Est-ce qu'elles apportent une réponse aux problématiques modernes? Est-ce qu'elles sont en lien avec l'interdépendance, avec la compréhension des variables, avec la bienveillance, avec la fraternité? La liberté, égalité, fraternité sont les valeurs de notre République, mais sont les valeurs morales qu'on retrouve dans le bouddhisme également. Voilà. Donc on doit faire preuve de notre jugement et si on doit s'attaquer à des lois, on ne doit pas s'attaquer aux individus. On avait vu la fois dernière qu'il faut faire la différence entre le comportement des individus et les individus. On peut combattre de manière non violente un comportement. On peut combattre une loi de manière non violente. Mais on ne peut pas s'attaquer à un individu en pensant que l'individu il est profondément
responsable, négatif, détestable. Parce que ça engage en nous la colère qui est une forme d'exagération. Et une fois qu'on a de l'exagération, les réponses qu'on va adopter ne correspondent pas à la réalité. Elles sont complètement inadaptées. Donc on doit exercer notre esprit critique et on doit le faire pour observer le monde comme il est autour de nous aujourd'hui et détecter, en fonction de ces lois morales qu'on étudie dans le bouddhisme et qu'on retrouve dans notre culture, qu'on a reçues de nos parents, qu'on retrouve dans le christianisme également, on doit comparer et faire usage de notre raison pour comprendre le monde aujourd'hui. Et rien n'empêche euh, de se rebeller d'une certaine manière. D'ailleurs, je vais prendre l'exemple de la citation du Dalai Lama dans son dernier livre, qui personnellement, je trouve que j'ai jamais vu le Dalai Lama être aussi militant. Il a dit: j'en appelle aux jeunes générations, soyez rebelles à demander une protection climatique, une justice climatique, parce que c'est de votre avenir dont il dépend. J'en appelle aux jeunes générations, soyez rebelles à demander une action climatique. Les mots sont importants quand même. Hein. On peut se rebeller contre une loi, les Tibétains en savent quelque chose. Quand j'étais dans le Gansu, dans ce qui était l'ancien Tibet, mais maintenant c'est vraiment une province chinoise, dans les monastères, il est complètement interdit d'exposer la photo du Dalai Lama, par exemple. C'est complètement interdit. Les gens risquent des peines de prison très lourdes. Et dans les monastères que je visitais, je discutais avec les abbés, les moines, et ils me disaient, ils me montraient, viens voir, regarde, derrière la photo de Bouddha, il y avait, juste derrière, il y avait le portrait de sa sainteté, le Dalai Lama. Si la police chinoise les voyait, ils étaient condamnés, eux et peut-être même leur famille, à des peines de prison sévères. Ça, c'est vraiment de la désobéissance civile. C'est de trouver qu'il y a quelque chose de profondément injuste. L'appel du Dalai Lama à la jeunesse. Ah oui, merci. euh, et ça, c'est vraiment la désobéissance civile. C'est collectivement trouver qu'une loi est injuste et, et se rebeller, mais se rebeller avec la sécurisation de l'esprit qu'on a vu préalablement. Sécurisation de l'esprit, de la non-violence et de la compréhension de l'interdépendance. Donc, je ne peux pas en dire plus sur la désobéissance civile ce soir, mais j'ai pensé que pour terminer, on pourrait faire une petite méditation qui condense à elle seule certains des thèmes qu'on aura couverts, la joie, la compréhension de l'interdépendance, la joie dans les petites actions. Et c'est la méditation de la graine. Et au centre Kalachakra, au centre de retraite, on le fait beaucoup parce qu'on plante des arbres. Et toutes ces 4 sessions sur le climat étaient un petit peu vouées à savoir comment on peut agir. Et on a vu dans la deuxième session qu'on a parfois cette impression qu'il faille être héroïque pour changer les choses. Et c'est aussi parce que très souvent, on oublie le pouvoir de nos petites actions. Et dans toutes les problématiques climatiques, retrouver la joie de nos petites actions, c'est peut-être les choses les plus puissantes qu'on peut faire. D'ailleurs, on ne peut peut-être pas faire plus que ça. Donc, je vais vous inviter à prendre une position de méditation confortable. Et imaginez que vous avez une graine dans la main. Vous pouvez choisir une graine de fruit, une graine d'arbre, plutôt une graine d'arbre. Ça peut être un arbre fruitier. Hein. Et les graines, elles sont toutes petites. Par exemple, des graines de figuier. Quand j'étais en Inde, j'ai le figuier Ficus religiosa, l'arbre de la bouddhéité, l'arbre de la bodhi, sont des fruits qui sont microscopiques. C'est vraiment tout petit. C'est plus petit que les graines de figuier, les figues qu'on cultive ici, qu'on a en Europe. Et c'est vraiment incroyablement
petit une graine par rapport à ce que ça peut apporter. Donc imaginez que vous allez la planter dans le sol. Trouvez un endroit pour la planter. Ok, vous refermez le trou. Et à ce moment-là, on a deux choix. Le premier choix, c'est de se dire, bon, ben, elle va sûrement se faire bouffer par quelque chose. Ça se trouve, elle va pas passer l'hiver. Ouais, c'est bien possible. D'ailleurs, combien de graines germent finalement? Voilà, et on s'imagine dire ça, et on n'en sait rien vraiment. On n'en sait absolument rien si elle va germer ou pas. Mais c'est ce qu'on se dit. On se dit, non mais, ouais, je pense qu'elle va crever celle-là. C'est pas trop le climat, je vais oublier de l'arroser l'an prochain. Et au final, on oublie qu'on a fait ça dans les minutes qui suivent. On se dit, ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de se dire, et d'imaginer le potentiel de tout ce qu'il y a dans une graine. Le potentiel, ça ne veut pas dire c'est sûr que c'est ce qui va se réaliser, mais il y a la potentialité. Il y a peut-être la capacité dans cette graine de produire tout ceci. Hein, ce n'est pas d'imaginer que pour sûr ça va être le cas, mais ce n'est pas non plus d'imaginer que pour sûr il ne va rien se passer. Entre les deux, il y a la potentialité. Et observer la potentialité, c'est un levier intérieur immense. On va imaginer petit à petit l'arbre devenir une pousse qui ne va pas être mangée par un chevreuil. Et la pousse devenir un jeune arbre. Imaginez son tronc, ses branches. Imaginez cet arbre 50, 60, 70, 80 ans plus tard. Magnifique arbre, vaste, en bonne santé. Et on imagine toute la nourriture déjà qui peut être disponible par cet arbre. Les feuilles qui peuvent nourrir les chenilles, les glands qui peuvent nourrir les sangliers. Imaginez toute la nourriture chaque année qui est disponible pour les millions d'insectes qui habitent sur son tronc, sous ses feuilles.
Un chêne peut produire 10 000 glands par an. Tous les petits vers qui viennent se nourrir du gland. Toute la nourriture qu'il peut y avoir. Et ce n'est pas la seule chose qu'apporte un arbre. Il apporte de l'ombre également. Il protège. Il sert de cache. Il retient l'humidité. Il nourrit le sol. Donc de cette petite graine que j'ai eue dans ma main, toute la vie, la protection, qui peut être produite par simplement cette micro-graine que j'aurais plantée. Tout ce carbone que l'arbre va emprisonner. Toute cette humidité que l'arbre va sécréter et qui va être propice, multipliée par des milliers d'arbres, à ce qu'il pleuve. L'arbre, il sert de coupe-vent également. Donc on a deux possibilités. La première, c'est de penser que ce que je vais faire ne servira à rien. Et la deuxième, c'est de se dire c'est possible qu'à partir de cette graine, j'obtienne toutes ces choses. Toutes ces choses soient produites. Imaginez alors la manière dont vous regarderiez cette petite graine dans votre main, en sachant tout le potentiel de protection, de vie qui existe dans cette graine. Et imaginez que vous en plantiez une. Et imaginez
essayez de vous figurer, de ne pas oublier à quel point tous ces résultats sont possibles. Comment vous ressentiriez alors cet acte de planter une graine? Est-ce qu'il s'agirait encore d'une action mineure, insignifiante? Si on arrivait à voir dans la graine tout le potentiel d'arbre, tout le potentiel de protection, de vie qui existe dans la graine. Et si on n'en plantait pas qu'une de graine, on en plantait des dizaines? Combien ça pourrait produire de glands au final? Ou de pommes, ou de n'importe quoi? C'est exponentiel, c'est immense. Et il en est de même avec les choses qu'on cultive dans l'esprit. Cette analogie de la graine, c'est l'analogie type, c'est celle qu'on retrouve dans de nombreux textes, c'est l'analogie du karma. Que si on savait à quel point nos petits efforts ont ce potentiel de transformation ultime, alors on regarderait bien différemment les petites actions dans lesquelles on s'engage. Si on savait que par un petit moment de compassion, on arrive potentiellement à changer une habitude de fond en comble, à transformer totalement notre comportement, cette petite action, elle serait bien plus vibrante, bien plus efficace. Ça, c'est inclus dans la seconde loi du karma. La seconde loi du karma, c'est l'accroissement. Les choses qu'on fait ont la capacité de s'accroître, comme la graine. Donc, ces petits efforts qu'on a mis durant ces 4 sessions, on peut penser qu'ils sont comme ces graines. Ils ont ce potentiel. Ne jamais oublier le potentiel que nos petites transformations ont dans notre esprit. Ça donne beaucoup de joie, ça dynamise l'action, ça pousse à en faire plus. C'est la recette aussi de l'effort joyeux, ça. L'effort dans les choses constructives. Et je voudrais partager avec vous dans cette veine, parce qu'on en a discuté un petit peu dans le groupe Google,
mais depuis quelques semaines, parce que je suis au centre de retraite maintenant, on a beaucoup échangé avec Marie-Christine, qui est ici présente, Vénérable Elisabeth, Arnaud également, puis des personnes autour de nous pour essayer de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de ça maintenant? Est-ce qu'on pourrait créer un projet? Et donc, on a eu plein d'idées parce qu'il y a un grand domaine ici, il y a 6 hectares et demi, je crois. Je vais vous montrer un petit peu une carte parce qu'on a pensé à un projet, faire de ce lieu un lieu en lien avec le climat, en lien avec la planète, essayer de faire à notre niveau quelque chose qui soit signifiant, qui soit un beau projet, qui puisse mêler à la fois le dharma, la vie spirituelle, et puis le jardinage, la permaculture, le réensauvagement des zones de notre terrain qui, par le passé, étaient des forêts de peupliers, mais on pourrait créer des forêts. Donc, on a eu cette idée. Je vais... Voilà. On a eu l'idée de créer des jardins-forêts. Alors, jardin, vous voyez un petit peu l'écran? Oui, d'accord. OK. Donc, les jardins-forêts, c'est à la fois de la permaculture, mais ça va un peu plus loin puisque c'est des jardins en 3 dimensions. C'est des jardins qui se servent d'arbres aussi. Donc, non seulement c'est capturer du carbone, mais se servir de jardins en 3 dimensions. Donc, ici, on a le... Je vais essayer de faire des annotations. Là, on a le... Pour ceux qui sont venus au centre de retraite, on a les bâtiments où on accueille les retraitants quand il y a des retraites. Ici, on a un étang. Et puis, tout ça, c'est des anciennes peupleraies qui ont été conservées, qui redeviennent maintenant très sauvages. C'est un endroit assez magnifique, qui est très humide. Donc, il y a des racines qui donnent l'impression qu'on a des palétuviers dans la forêt. C'est assez singulier. Et c'est une forêt qui redevient sauvage, complètement sauvage. Elle n'a pas été encore... personne ne s'en occupait depuis des années. Et ici, on a tout le long de ce petit ruisseau, ici, on a une zone qui est marécageuse, qui est très grande. Hein. Vous voyez, l'échelle, en bas, c'est 100 mètres. Toute cette zone, elle est marécageuse et elle est peuplée soit de joncs, soit de petits saules qui sont en train de repousser, parce que ça, c'était aussi une forêt de peupliers qui a été coupée il n'y a pas très longtemps et c'est en train de revenir tout doucement, la forêt se reconstitue. On en est encore loin d'une forêt, d'ailleurs, c'est des ronces et ça nous demande bien des efforts avec Marie-Christine pour tracer un petit chemin. Vous voyez, on a fait déjà ce petit chemin dans la forêt qui n'existait pas il y a quelques semaines seulement. Et puis là, on a, avec la débroussailleuse, le taille-haie, essayé de trouver la mare qui était complètement isolée dans les ronces. On ne pouvait absolument pas y accéder. Et donc, on a vraiment exploré ce terrain qui est magnifique. Il y a plein de petits oiseaux, c'est complètement sauvage et c'est surtout très grand. Donc, l'idée, ce serait de créer un écolieu vraiment qui soit voué au dharma et à la fois à la permaculture, au jardin-forêt, conserver une zone sauvage parce que ça crée un sanctuaire aussi pour les chevreuils, pour certaines des espèces qui sont chassées eh bien, malheureusement autour du centre, et puis créer une zone de laquelle on pourrait tirer une ressource gustative, créer un jardin de plantes médicinales, créer des ateliers de naturopathie et vraiment avoir un lieu qui soit destiné à ces problématiques-là qui me semblent être superbes et vraiment en lien avec ce qu'on étudie dans le Dharma. J'ai souvent déploré que dans les divers centres dans lesquels j'ai été de ma courte histoire bouddhiste, il n'y ait pas de vraie responsabilisation profonde et de projets en lien avec la permaculture et le jardinage.
Et, et il semblerait que le centre Kalachakra prenne cette direction. Et je suis très content parce que Vénérable Elisabeth est enchantée par le projet. Donc, je vais laisser peut-être Marie-Christine, si tu veux dire quelques mots, parce que Marie-Christine, c'est notre ange gardien au centre, c'est celle qui s'occupe des espaces verts. Elle a planté plein de, de fleurs, c'est celle qui s'occupe des massifs. Elle passe beaucoup de temps au centre pour aider. Elle va chercher des arbres en forêt, c'est elle qui collecte des graines. Donc, voilà, elle est vraiment, vraiment importante pour le centre. Si tu veux dire quelques mots, présenter, voilà, pour que les gens te connaissent peut-être. Ok. Ah, voilà, c'est bon. Allô? Oui, J'ai un problème avec le son. Tu m'entends? Vous m'entendez? oui, oui, on t'entend. OK. Moi, je vais juste te dire que ce lieu est extraordinaire, hein. C'est un centre, que, Vénérable Élisabeth et les gens du centre Kalachakra ont pu, acheter il y a 12 ans et se souvenir que c'est un endroit qui est très, très calcaire. C'est un peu une sorte de dalle de calcaire au départ et qu'effectivement, avec François, avec d'autres, avec ceux qui ont bien voulu faire des donations pour le centre aussi, on est en train de mettre beaucoup de choses en culture et avec, des choses de la région et avec cette idée que ça soit très très respectueux, très simple et en même temps, on est dans un univers où l'agriculture est quand même très polluée, où il y a de moins en moins d'endroits où les êtres sensibles, tout petits ou voire grands, peuvent se retrouver et ce centre, c'est une richesse incroyable, quoi et donc dans le cadre de la démarche, de vous avez commencé là dans le groupe climat, je trouve extraordinaire qu'on puisse effectivement concrétiser des choses en agissant ici dans ce centre de retraite qui est une vraie opportunité et qui est vraiment un endroit superbe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais oui, mais c'est un tout début, c'est un bébé projet pour l'instant. On en est vraiment au brainstorming. On pense que le jardin-forêt, ça nous inspire parce qu'à la fois, c'est planter des arbres, ça Sainteté le rappelle assez souvent. Ocel Ita, qui est, qui est très important dans la FPMT, l'organisation dont le centre Kalachakra dépend, a créé un site pour la plantation d'arbres également. C'est vraiment quelque chose d'important. Créer un lieu où on encourage la biodiversité. Il y a des jardins-forêts où il y a plusieurs milliers d'espèces. On pourrait penser créer des lianes enfin, je pourrais partager des liens, je l'ai fait d'ailleurs sur le groupe Google. On voit ces forêts, c'est des jardins d'Éden où non seulement ça sert de refuge pour les espèces sauvages, ça piège le carbone, mais en plus ça crée une, une culture vivrière qui est riche. Donc tout ça, ça nous anime, on en est vraiment encore au départ. Il est possible qu'en début d'année, on fasse un week-end au centre de retraite pour y penser tous ensemble. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour proposer des idées. Si vous avez des compétences dans le jardinage, le graphisme ou même un site internet, parce que peut-être qu'on va soit créer une association, soit pas créer d'association, mais j'ai pensé que ce groupe Google pouvait être débaptisé parce que jusqu'à présent, c'était prendre soin de la planète, mais on pourrait commencer à le baptiser en lien avec ce projet pour qu'on puisse, à l'intérieur du centre, continuer à échanger sur le climat et pas simplement sur ce projet-là, mais sur d'autres. Mais voilà, donc si vous avez des recommandations, des idées, n'hésitez pas. Et je voulais vous demander, puisque cette session va bientôt terminer, si vous aviez des choses que vous aimeriez vouloir aborder ou que le centre aborde par rapport au climat. Est-ce que vous avez des choses parce qu'en fait, on s'est vraiment lancé dans quelque chose
que pour ma part, je maîtrisais pas du tout et j'ai pas encore l'impression de le maîtriser du tout. C'est vraiment le climat et le bouddhisme, 2 choses qui ont besoin de s'organiser dans mon esprit encore. Donc c'est vraiment tout nouveau, mais on peut tirer aussi, des leçons. Si vous avez des choses à nous proposer, on peut essayer de faire en sorte que dans le centre, on continue cette émulation qui, je trouve, est hyper positive parce qu'arriver simplement à avoir cette idée et de se dire: «C'est possible», qu'on transforme 6,5 hectares en un écolieu, c'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment très inspirant et si vous voulez, prendre le micro. François, Oui, François, c'est non seulement possible, mais c'est tout à fait. Enfin, moi, ça fait des années, des années, des années que je souhaite ce genre de lieu. De toute façon, quand on écoute sa sainteté, ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'il parle comme ça. Et oui, moi, je suis dans ce mouvement-là depuis si longtemps que je suis toujours très étonnée de voir des centres bouddhistes qui n'en tiennent pas compte, même quand c'est ceux qui sont incités par le Karmapa, qui a fait des listes longues comme ça sur ce qu'il fallait faire et tout, qui ne sont pas suivis des faits. Enfin bref, ce n'est pas une critique, c'est juste pour dire ce genre de lieu est vital. Moi, je fais partie de l'Institut arabe. Et je sais qu'il y a des gens dedans qui sont extrêmement intéressés, donc ça serait bien. Et ailleurs, je fais partie de beaucoup de mouvements activistes du climat où génial! effectivement la méditation, c'est pas quelque chose qui est exclu, mais c'est quelque chose qui, enfin voilà, ils peuvent être dans la non-violence, mais enfin voilà, les deux ensemble, c'est pas, moi je suis unie là-dedans, tout le monde le sait, il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus, mais et moi j'y suis bien, mais les lieux physiques n'existent pas vraiment. Et j'habite dans le 9-3 profond, là où c'est la guerre en permanence, c'est te dire si les choses, les gens me respectent, hein, me respectent tous, presque tous, mais c'est tout quoi. Enfin, ça va pas plus loin. Mais je pense que c'est important que on ait un petit, soit un groupe, parce que là je pensais à différentes personnes, soit qui sont pas dans le mouvement bouddhiste, soit qui ne sont pas vraiment dans le mouvement climat, soit qui sont pas. Et l'idée d'avoir un lieu comme ça où on puisse envoyer l'info en disant voilà, ce lieu existe, quelque chose qui soit un petit peu, Ouais, ouais, mais on en est au tout départ. On va déjà tu vois, continuer à quelque chose. délimiter un peu le périmètre du projet. Sans doute qu'après, on va communiquer à l'intérieur du site Kalachakra, peut-être créer un site dédié et Ou si puis tu vous faire un organisez appel un à, week voilà, ou si vous organisez un week-end, oui, que le thème soit, tu vois, j'avais envie de faire suivre ce message du week-end à différentes personnes. Tu vois ce que je veux oui, oui, dire? ben ça, on pourra communiquer, on pourra inviter plein de gens. C'est Voilà, le but qu'on puisse. Oui, tu vois, parce que je merci. pense que c'est important. Merci à toi. De toute façon, Merci on à aura vous. l'occasion d'y revenir, hein. J'espère qu'on sur le Google Group, peut-être qu'on pourra continuer à échanger et puis, c'est bien. Catherine, oui, tu voulais, Moi, je voulais juste te dire que je pense qu'en effet, ton bébé projet peut avoir un énorme potentiel parce que j'imagine qu'il y a plein de déclinaisons possibles à partir de ce projet-là. Tu parles d'un week-end, mais OK, d'atelier de naturopathie. Bon, moi, je l'ai déjà dit sur le Google Group, mais je pense que à chaque occasion de retraite, il peut y avoir des karma yoga. Enfin, oui. Mmh. je pense que ça ouvre un potentiel énorme. Oui, oui. Ouais, créer des promenades méditatives, créer, Mm, des jardins de plantes médicinales. On peut penser à avoir des pratiques, quasiment de méditation à oui. l'intérieur du jardinage même, hein. Du Mm. jardinage en silence ou, après on peut être très créatif et je pense que c'est bien d'ailleurs qu'on le soit parce que là, le potentiel, comme tu dis, on est ouvert à beaucoup de choses, hein. Ouais. Quelqu'un voudrait, Ouais, j'aimerais bien intervenir. oui, Pierre-Antoine? Alors je suis très heureux d'être là ce soir et je découvre, et j'ai beaucoup de chance, qu'il y a déjà eu d'autres séances et que c'est la dernière. Donc je suis vraiment heureux d'arriver avant que ça se termine. Et j'aimerais beaucoup participer à la suite et vous rejoindre sur le groupe Google. Je trouve votre idée absolument merveilleuse. J'étais à la dernière retraite Vipassana il y a quelques semaines. Ouais, Et je me faisais cette remarque en fait, que l'endroit est incroyable
Et puis je me promenais dans les petits chemins, il y avait des l'aubépine et des églantiers, et il y a déjà plein de choses en fait Ouais, il y a plein de choses. qu'on peut prendre et qu'on peut consommer en fait. Et il y a déjà des choses qui sont déjà de l'ordre de la forêt-jardin sur place. Et jusqu'à maintenant, effectivement, j'avais jamais vu aucun endroit qui liait ces deux choses qui sont fondamentales, la spiritualité et le soin du vivant. Et ça m'emplit de joie en fait de voir que vous avez ça en tête. Je trouve ça fabuleux. Ah bah, Et je suis- super, merci pour ton retour. Bah, je suis très heureux qu'on puisse tous ensemble mettre en action notre intelligence collective pour créer ce lieu collectif, justement, parce que c'est vraiment un lieu collectif. Bah, merci de ces quelques mots. Quelqu'un veut… François, c'est Rémi. Oui, Rémi. Alors, comment ça se fait que je ne te vois pas Si. Si, vous le voyez? Ben, Oui. nous, on le voit. Ah d'accord, oui. Ok, pardon. En tout cas, je suis là. Ça me touche beaucoup là de cette démarche, parce que je pense que c'est au centre des démarches des designers, de se dire qu'on peut mettre l'esprit dans un lieu et on peut effectivement prendre soin du lieu et prendre soin de l'humain en même temps. Et il y a très peu de gens qui le font. C'est encore complètement au stade de quelques expériences, et il faut pas les mettre tout de suite dans la boucle parce que c'est pas leur, on travaille pas pour eux, mais à un certain moment, je pense qu'ils pourront s'inspirer de cette démarche. Et je connais, en tout cas, je vois très très bien les pistes autour de designers qui travaillent avec des philosophes Ouais, super intéressant. sur le Caire. C'est donc leur, mais qui abordent de temps en temps cette question, mais qui ne savent pas justement comment le mettre en pratique. Et puis donc voilà, on est en plein dedans. Voilà, si je ne vais pas être trop long. En tout Non, cas, mais super. Merci Rémi. Mais tu as raison, c'est pas à eux de montrer le chemin. Bon, bah, génial. Merci pour cet enthousiasme. En tout cas, nous, ça nous, avec Marie-Christine, chaque jour, on y pense un peu plus et chaque jour, on est un peu plus enthousiaste à cette idée. Moi, ça fait des années que j'attends de voir un centre aussi qui mette ça vraiment à l'intérieur de sa moelle. Et je pense que c'est la direction qui est en train d'être prise par le centre. On peut le faire. Ça, c'est vraiment réjouissant. Est-ce que vous avez à part ce week-end peut-être en début d'année, est-ce que vous auriez des choses à proposer que le centre pourrait faire pour maintenir cette flamme, pour l'activer, pour la transmettre? Peut-être qu'il faut… le week-end que vous avez prévu, il est pour quand? On est en train de le prévoir au printemps, mais Arnaud, le coordinateur, pense que ce serait bien de faire quelque chose au janvier-février peut-être. Alors, ce qui serait bien, c'est peut-être pas sous la forme que tu as fait là, les 4 sessions, mais de continuer à faire savoir, enfin, je sais pas, ces rencontres Zoom, je pense qu'une fois par mois, on pourrait en faire, peut-être sous une autre forme, mais je pense en le faisant, tu vois, largement savoir au centre Kalachakra et le centrer sur la nature. Je ne sais pas comment, peut-être tu marches dans la nature et tu nous fais partager. Moi, dans le début du premier confinement, au premier confinement, si tu veux, moi aussi, j'ai tout un groupe Google avec Tarab Institute, et il y a 110 ou je ne sais pas combien d'étudiants qui le suivent. Et au début, où on était tous un peu perdus, j'avais fait une méditation marcher le long de la Marne, une autre dans une ancienne carrière qui est devenue des friches agricoles, bio, etc., etc. Tu vois, et j'animais une méditation et je la transmettais, tu vois. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée de conserver une réunion Zoom, peut-être moins longue, peut-être 1 heure, simplement une fois par mois, pour essayer de savoir est-ce qu'il y a des idées qui se transmettent, des choses que vous voudriez faire, des initiatives. C'est une bonne idée de conserver quelque chose d'un peu vivant aussi. Il ne faut pas le laisser tout seul. On le protège un peu au début pour germer. Parce que tout à l'heure, tu as parlé des chevreuils. Moi, en Gironde, où j'ai un pied, il y a des plantes qu'on a fait
poussé au printemps et depuis l'été, là, on s'est rendu compte que les sangliers et les chevreuils, ils avaient bien aimé aussi, tu vois. Donc, et le bambou avec une étiquette pour dire là, il y avait un chêne, là, il y avait ceci, là, il y avait cela, ça suffit pas, tu vois. Donc, je suis voilà. d'accord. Ok, bon, bah, très bien. Merci à tous. On vous tient au courant. De toute façon, ça va être bientôt. On va bientôt en parler au centre, sans doute dans la newsletter. Peut-être que ça va commencer à. Là, c'était vraiment la genèse, hein, parce que le plan là qu'on a fait, il a une journée de vie. Et puis, c'est vraiment le tout départ. Donc, on est très heureux de vous le faire partager. Puis, on est très heureux aussi à l'idée que vous puissiez venir et puis qu'on mette en lien toutes nos connaissances et nos bras aussi. Important, le corps. C'est important, le corps. Tout à fait. Bonne soirée à tous. Merci pour Merci beaucoup. pour votre participation à ces 4 sessions. Merci et puis, beaucoup. à très bientôt. On va avoir on va prendre de nouveaux nouvelles et vous allez en avoir de nous très bientôt. Alors, ça Passez va une bonne germer. soirée. Ça va germer. Bonne soirée, François. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à Bonne tous. soirée, merci.